Good morning, everybody. Thank you, Isabelle. First of all, a very warm welcome to you all here in Toulouse. I would like to open the conference with a very short and simple statement. Thank you. Thank you all for coming to the second edition of FIRA. Some of you have traveled a long way, and we are very happy to have you all with us. Also, a special thank you to FIRA partners. This year, over 40 institutions, companies, journalists, and ambassadors have helped us make the forum possible, and we really can't thank them enough. Before I leave the stage to make room for our speakers, I would also like to express our special gratitude to Toulouse Métropole for welcoming us here in the scientific heart of Toulouse at the Quai des Savoirs. The location wasn't chosen by accident. I mean, today we are going to talk about agricultural robots, which means robotics, which means science. We are here together in this amazing and prestigious place to enable science, and especially robotics, answering some of the biggest challenges agriculture is facing today. Together, we want to move forward and lay the groundwork for the sector of agricultural robotics. Together, we are going to build this sector and share our ideas, thoughts, and feedback during this new edition of the International Forum of Agricultural Robotics. Today, I think I can say something. I can say that this event, this FIRA, is a huge success. There are nearly 500 people gathered here, more than double the participants we had last year. However, the two coming days will only be truly successful if we get the dynamics of the agricultural sector going. We aim to make agricultural robotics more democratic and create a close-knit sector where every stakeholder participates in the new and upcoming agricultural revolution. Dans cette révolution agricole. Thank you. Merci. It's time for me to leave you. Le moment est I venu really hope maintenant you de will vous all enjoy the quitter. FIRA. J'espère que And, vous let's turn profiterez this de event ce FIRA into an international et crossroad faisons of en science, sorte que cet robotics, événement and devienne agriculture. Have a nice day. le Bye. carrefour de la science, de l'agriculture et de la robotique. Merci. Merci beaucoup. Now we're beginning with the first part called Why Robots Come to the Farm. Nous allons aborder la première partie de ce colloque, pourquoi les robots arrivent dans nos exploitations. Isabelle Bettencourt va présenter les interventions. Simon Blackmore, Philippe Janot, Maître Leland et Luc Valentin. Well, bonjour. Désolée, je ne parle pas français. So I will Bonjour, continue dit in Madame en English, if you français. don't mind. Je suis désolée, je Thank ne you parle very much pas for coming français, here. donc je vais m'exprimer en anglais. Je vous remercie I will be conducting this d'être debate. ici. C'est I'm moi qui vais overwhelmed, conduire with ces this débats. amazing, Et audience. It's a lot of je people. I didn't imagine it suis was vraiment going to be like surprise this, so de I will try voir to do my best. un public si nombreux. Donc je suis un peu intimidée, mais je vais faire de mon mieux. J'ai une tâche fort difficile devant moi, à savoir répondre à cette question, pourquoi est-ce que les robots s'invitent dans nos exploitations? C'est une question très vaste et pour nous aider à trouver une réponse, peut-être qu'il y a plus d'une réponse, nous avons différents intervenants ici. Permettez-moi de les présenter. D'abord, nous avons le professeur Simon Blackmore de l'université Harper Adams. Philippe Janot. Philippe from Janot Vet AgroSup. de Vet AgroSup, We also have Luc Valentin, Luc Valentin, farm consultant consultant agricole in the USA. aux États-Unis, And, Maët Leland, et Maët Leland, coordinates the qui Bretagne coordonne Experimental Research la Station. station de recherche expérimentale de la Bretagne du Sud. Sans autre préambule, j'aimerais inviter Monsieur Simon Blackmore à faire sa présentation. Merci. Isabelle.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est pour moi la première occasion de m'adresser à tant de gens sur la thématique des robots agricoles. Et je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Quelques mots, si vous le permettez, sur mes travaux que je conduis depuis pas mal d'années, travaux qui consistent à mettre en place un système complet de robots. Vous savez que les choses avancent très rapidement dans ce domaine et je voudrais, si vous le permettez, vous parler des nouveautés, des progrès, des percées, des avancées et des opportunités que ces avancées nous apportent. Je travaille dans une petite université située en Angleterre qui s'appelle Harper Adams, qui est spécialisée en agriculture, donc dans le domaine de l'enseignement agricole. Nous avons mis en place un centre national d'agriculture de précision et nous conduisons toute une série de projets de recherche, incluant des drones, des tracteurs autonomes, du désherbage par laser, de l'ensemencement robotisé, pulvérisation robotisée, phénotypage robotique, dépistage des cultures, également donc tout ce qui est autonome, sans parler d'autres points que je n'ai pas le temps de détailler ici. Et je dois dire que dans les 15 dernières années, des travaux de recherche ont pu être conduits, même si les financements n'ont pas toujours suivi. Nous avons à l'heure actuelle, en revanche, 4 centres, notamment ce centre d'innovation de précision dans le domaine de génie agricole. C'est en fait une entité privée qui est donc située à Harper Adams et qui a d'ailleurs bénéficié d'un investissement gouvernemental au départ. Et je vais revenir au sujet de cette présentation plus précisément, à savoir qu'en est-il de l'agriculture de demain. Et lorsqu'on regarde l'avenir, il convient de se pencher sur ce qui a été fait par le passé. Et même si tous les agriculteurs pensent faire au mieux de ce qu'ils peuvent faire, pensent être de bons agriculteurs, on ne peut pas s'empêcher de constater certaines faiblesses dans le système actuel. Et notamment en ce qui concerne les pratiques agricoles, car ces pratiques agricoles sont très consommatrices d'énergie. Toutefois, il existe des leviers de changement dans le domaine de l'agriculture. Nous devons notamment essayer d'avoir une production alimentaire plus durable. Bien évidemment, il faut que les agriculteurs puissent gagner leur vie correctement, mais ceci n'empêche pas d'essayer de préserver notre environnement. Cela veut donc dire qu'il faut développer des systèmes agricoles plus souples, plus flexibles. Nous avons des systèmes agricoles de tailles diverses, dont celle que je viens de montrer. Nous avons des systèmes de mécanisation qui nous amènent à une production maximisée, qui s'intéressent plus particulièrement et essentiellement au rendement. De nombreuses industries se sont tournées vers des pratiques flexibles de souplesse qui permettent d'utiliser différents types d'outils et qui donnent donc une grande souplesse aux dirigeants. Dans le domaine de l'agricole, il faut évidemment bien constater qu'on va vers cette production maximisée et ce faisant avec une automatisation accrue. Nous savons que les équipements se sont largement développés au cours des 15 dernières années. Toutefois, ce développement a été très linéaire. On est allé vers des tailles de plus en plus conséquentes, tout ceci pour permettre des économies d'échelle. Nous savons qu'au-delà des équipements, ce qui coûte encore plus cher, c'est la main-d'œuvre, c'est la personne qui conduit la machine, le tracteur, etc.
Toutefois, les machines, je dois dire, ont atteint leur taille, leur gabarit maximal. Voici une moissonneuse-batteuse qui est chargée ici sur un train. Et à l'heure actuelle, les machines, les moissonneuses, les batteuses, les tracteurs peuvent être chargés sur différents convois ferroviaires, entre autres choses. C'est un exemple des progrès qui ont été effectués ou des avancées qui ont été faites pour accroître les rendements et l'efficacité. Donc nous avons de gros tracteurs, nous avons des équipements conséquents qui permettent d'augmenter les cadences de travail. Et c'est vrai que ces équipements conviennent parfaitement pour de grandes surfaces à cultiver, pour des grandes exploitations agricoles. En revanche, les exploitations de moindre taille ou de petite taille ont encore un potentiel considérable de croissance. N'oublions pas que nous devons nourrir la planète à l'avenir. Et d'où va venir la production pour y parvenir? Nous savons qu'il est possible de réduire les coûts de production, mais d'où va venir ce rendement supplémentaire dont nous avons besoin pour nourrir nos compatriotes et pour nourrir l'ensemble de la planète? Ça ne va pas venir de ces grosses exploitations, mais plutôt des petites et moyennes exploitations, car les grandes exploitations n'ont pas toujours su tirer conséquence tirer profit des économies d'échelle. Et grâce à l'introduction de la robotique, on devrait pouvoir faire des différentes exploitations de différentes tailles, des exploitations qui deviennent viables. Quelles sont les limites que connaissent ces énormes machines? Voici un labour ici qui a l'air de fonctionner à merveille, qui est presque un divertissement grâce à l'équipement utilisé, mais même si ici le tracteur apparaît complètement englué, embourbé. Certains agriculteurs vont nous dire c'est parce que ceux qui conduisent les tracteurs ne savent pas conduire correctement. D'autres agriculteurs vont vous dire tout ça c'est dû à la météo, c'est dû au fait que le sol est plus meuble parce qu'il a beaucoup plu. Et bien moi je dirais que le problème ne vient pas de là. Le problème c'est celui de ces équipements. Vous n'allez pas pouvoir changer la météo, vous n'allez pas pouvoir changer la qualité des sols, mais vous allez pouvoir agir sur l'équipement. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de gadgets technologiques considérables avec des machines de plus en plus importantes. Mais on peut dire, et j'en suis persuadée, que les petites machines sont tout aussi intéressantes pour nous tous. On ne peut pas, comme je le disais à l'instant, changer la météo, changer le sol, mais on peut modifier les équipements. Et on est là aujourd'hui pour discuter des nouvelles formes de mécanisation. Les gros tracteurs, les grosses machines, les gros équipements ne résolvent pas les problèmes, loin de là, et ils en créent d'autres. Regardez ici la qualité de ce sol et cette couche compactée qui est liée à l'utilisation maximale de ces grosses machines. 90% de l'énergie qui est utilisée dans le domaine agricole est utilisée pour réparer les dommages, les dégâts qui sont causés par ces gros équipements, par ces grosses machines. Et ces dégâts qui se répètent année après année, jour après jour, font que nous devons les réparer. C'est un véritable cercle vicieux. Et le coût économique de la compaction en Angleterre et au Pays de Galles est considérable. Regardez les sommes, 0,4 milliards par an. Et ceci est dû à l'existence de systèmes inefficaces. Donc, si nous ne créons pas de dégâts sur les sols, nous n'aurons pas besoin de réparer ces dégâts. Et nous savons très bien que là où nous trouvons les structures de sol qui sont les plus idoines, les plus idéales, c'est là où nous avons une bonne flore, une bonne faune. C'est au sein des
des forêts où nous pouvons laisser faire les vers, entre autres choses, et tous les organismes vivants qui peuvent faire vivre le sol. Donc, nous devons essayer de nous tourner vers des machines, des équipements plus légers, ultra légers, et nous devons essayer de laisser un petit peu de côté les équipements qui sont trop lourds. Voici les 4 étapes ici de la mécanisation, ce que j'appelle la partie établissement, la partie dépistage. Nous avons des machines qui peuvent faire des mesures. Nous avons ensuite évidemment le suivi des cultures. Nous pouvons intervenir sur les cultures en cours et ou à venir. Et ensuite, nous avons l'agriculture qui permet de faire de la sélection. Qu'en est-il donc de tout ce qui est ensemencement par robot? Eh bien, nous avons, je n'ai pas le temps ici de tout expliquer, il y a des idées novatrices, parfois très radicales, mais on peut envisager de changer les systèmes, j'en suis persuadée, pour faire en sorte d'utiliser au mieux les nouvelles technologies et donner aux agriculteurs ce dont ils ont besoin, mais de la façon la plus efficace qui soit. Il y a quelques années, j'ai demandé à mes étudiants d'essayer de me fabriquer ou de me suggérer un robot pour semer qui soit ultra léger. Et voici ce que j'ai d'abord eu, c'est cette espèce de tondeuse électrique qui a été robotisée, qui a été utilisée sur une herbe très humide. Et voici ce qui se passait au niveau du sol. C'est intéressant de regarder. Vous voyez que l'eau était arrivée à perler jusqu'au sol. Pourquoi? Eh bien, bien sûr, parce qu'il y avait compaction. Alors que là où le tracteur était passé, il n'y avait pas de compaction. Et donc, grâce à un tracteur robotisé, un équipement robotisé, vous pouvez passer dans des endroits où vous n'auriez pas pu le faire autrement. Le dépistage, quant à lui, peut être fait donc réalisé par des véhicules au sol qui ne soient pas donc conduits par des êtres humains. Nous avons mis en place un centre agricole de drones et nous avons des drones de 2e génération. Les drones de 1re génération sont manipulés avec des radars, avec des manettes, alors que les drones de 2e génération sont capables de faire de la pulvérisation de façon beaucoup plus automatique. Nous avons développé tous ces systèmes grâce au soutien de différentes entreprises. Et ce que nous faisons à l'heure actuelle dans le domaine de la robotique agricole, c'est d'utiliser les technologies qui n'ont pas été utilisées précédemment dans le domaine de l'agriculture. Mais nous savons que l'agriculture, les activités agricoles sont tenues par toute une série de législations et de règles très drastiques au Royaume-Uni. Et nous ne pouvons pas vraiment faire tout ce que nous voulons en termes d'utilisation des nouvelles technologies. Vous connaissez tous l'histoire du glyphosate. À l'heure actuelle, vous connaissez la période de renouvellement qui a été décidée récemment par l'Union européenne. Mais c'est un exemple. Et nous, c'est un petit peu... et nous devrions, pour parler du glyphosate, interdire les machines qui pulvérisent le glyphosate au mauvais endroit. Le problème, c'est pas le produit lui-même, c'est pas le glyphosate lui-même uniquement, c'est l'utilisation qui en est faite, à savoir le fait qu'il est pulvérisé sur des zones, sur des endroits qui ne mériteraient pas d'être pulvérisés ainsi. Voici maintenant l'exemple de notre petit robot Dionysos qui est utilisé pour les vignes. Il est équipé de caméras multispectrales et de caméras thermiques pour tout ce qui touche aux activités d'irrigation. Voici un robot qui passe sous la canopée et robot de dépistage. Vous voyez ici
Donc, ces caméras à haut spectre, la caméra 3D, la caméra bidirectionnelle, et vous avez une plateforme, ce qui peut passer, donc qui est en de la partie inférieure et qui peut faire des mesures. Voici un exemple de désherbage robotisé. Vous savez que nous cultivons beaucoup de salades vertes, laitue entre autres, au Royaume-Uni. Donc c'est très utile d'avoir ces systèmes de désherbage robotisés. Pas besoin d'utiliser de produits chimiques. Si vous faites du désherbage manuel, ça va vous coûter de l'ordre de 2000 livres par hectare. 80% d'ailleurs des mauvaises herbes sont résistantes aux herbicides au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Évidemment, je faisais allusion il y a 2 secondes à l'interdiction du glyphosate, mais comme je disais aussi, il vaut mieux s'attarder sur les pratiques et voir si on peut les améliorer et n'utiliser les produits chimiques que sur les produits agricoles qui doivent être pulvérisés, notamment la feuille cible. Et il y a d'ailleurs pas mal de substances actives qui marchent bien et qui pourraient être utilisées. Nous travaillons d'ailleurs à cet égard avec certaines entreprises pour développer des produits alternatifs permettant de faire du désherbage physique approprié. Mais il existe d'autres méthodes pour contrôler les mauvaises herbes. On a parlé évidemment du désherbage mécanique. On peut évoquer aussi les pulvérisations avec des micro-gouttes et le désherbage au laser. Système intelligent. Et l'herbicide peut être appliqué directement sur la surface à traiter. Voyez la façon dont nous introduisons la plante. Vous avez une caméra et vous avez le système de micro-pulvérisation que vous voyez là, avec plusieurs petites busses de pulvérisation. Il y en a 7 exactement. Et ceci permet une pulvérisation ciblée. Voilà, vous replacez la plante sur ce support. Et vous pouvez visualiser sur cet écran ce que la caméra elle-même voit. Vous voyez que l'herbicide a été appliqué. Vous voyez le petit produit bleuté qui a coloré donc la plante avec le produit herbicide. Nous voyons clairement qu'avec une technologie très simple, directe, qui est commercialement disponible, vous voyez donc que l'on peut éviter d'utiliser plus de 99% de produits chimiques. Tout ça par une pulvérisation ciblée. C'est ce que j'appelle l'utilisation d'intrants ciblés. C'est un peu ce que vous faites dans votre jardin. Lorsque vous avez des mauvaises herbes sur une allée, vous n'allez pas pulvériser la totalité de l'allée. Vous allez juste traiter la mauvaise herbe que vous voyez, ou les mauvaises herbes que vous voyez. C'est exactement le même principe que l'on peut appliquer grâce à ces robots. Ici, vous avez donc une vidéo qui vous montre un système de reconnaissance des mauvaises herbes par un ciblage qui vous permet d'identifier la mauvaise herbe et ses petits méristèmes des mauvaises herbes à venir. Et grâce à ce système, vous pouvez appliquer un faisceau laser sur la mauvaise herbe pour tuer cette mauvaise herbe. Vous voyez ici l'analyse post-traitement du produit qui a été traité. Nous pouvons vraiment traiter ainsi les cultures. Vous pouvez faire de la pulvérisation. Ici, nous pouvons identifier bien sûr
la mauvaise herbe et la pulvériser. Vous voyez le fonctionnement de la machine en temps réel. Nous avons une longueur d'onde multispectrale et nous voyons le déplacement donc du laser et vous voyez les résultats effectués selon les tests que nous avons conduits. Résultats atteints, pardon, selon les tests conduits. Voici un tracteur autonome qui est à même d'adapter son style de navigation. Il peut passer du système GPS au système LIDAR. Et ce tracteur a été développé de telle sorte que je dois dire qu'il est conforme à toutes les exigences juridiques en vigueur chez nous et toutes les exigences en termes de sécurité. Il peut travailler, il peut fonctionner dans un système ouvert et il est tout à fait en phase avec la réglementation. Nous avons également travaillé sur le système de la récolte sélective. Je dirais que de 20 à 60% des cultures qui sont récoltées sont jetées, ce qui est gigantesque. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Je crois que c'est un peu à cause de vous, mesdames et messieurs. Je suis désolée, mais je suis aussi responsable. Pourquoi? Lorsque vous allez au supermarché, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez celles qui ont le meilleur aspect, vous prenez la laitue qui a les plus jolies feuilles, etc. Eh bien, je dirais que les supermarchés donc s'adaptent aux besoins des consommateurs et aux envies des consommateurs et n'achètent que les légumes qui ont bonne mine, entre guillemets. Et donc, les producteurs se voient dans l'obligation d'ignorer, de jeter des produits qui n'ont pas l'apparence souhaitée par les consommateurs et donc par les distributeurs. Si nous appliquons un comportement vertueux, je pense que nous pourrons non seulement récolter le produit que nous souhaitons, mais également le calibrer correctement, lui donnant ainsi la valeur ajoutée. Donc je crois que l'évaluation en termes de qualité, une évaluation qualitative et quantitative précédant la récolte ne peut qu'améliorer la chose. J'ai évoqué les tomates, mais je le dis là plus précisément pour les fraises, par exemple, dont on peut mesurer non seulement le calibre, mais également le degré de maturité et la teneur en sucre. Vous avez ici cet engin qui contient dans la partie arrière toute la partie automatisée, toute la logistique automatisée, et donc vous avez évidemment tout ce qui est batterie indispensable. Vous pouvez également la brancher sur le courant électrique, etc. Quelques mots peut-être justement sur la culture, de la cueillette plutôt des fraises. Vous avez ici un exemple. Vous voyez ici la tige, le pédoncule, et vous pouvez visualiser quelles sont les fraises qui ont atteint le bon degré de maturité. Et ce faisant, le robot ne va cueillir que les fraises mûres. Et vous n'avez pas besoin de toucher le fruit. Et vous pouvez utiliser votre faisceau laser pour obtenir le bon niveau de précision pour dire oui, cette fraise est mûre, celle-là non, pas assez mûre. Et donc ça ajoute de la valeur au produit puisque vous n'allez cueillir à l'instant T que les fraises qui sont vraiment mûres comme vous le souhaitez. Vous reviendrez plus tard pour cueillir les autres. De plus en plus de projets se tournent à l'heure actuelle vers ce qu'on appelle la culture sans intervention de l'homme, c'est-à-dire que les choses se font sans que personne ne vienne au champ travailler.
les cultures sont surveillées par des drones. Tous les échantillonnages du sol se font par robot. Les cultures sont également échantillonnées par robot. Sont des tracteurs robotisés qui font le labour et qui font les pulvérisations. Et vous avez également un système de labour totalement, un système de culture totalement robotisé. Voici donc ces différents systèmes. Nous avons adapté nos systèmes de telle sorte que nous avons juste une interface humaine. Et ceci nous permet de contrôler donc l'utilisation des engins. Que dirais-je en guise de conclusion? Eh bien, je dirais que les robots sont déjà là, ils sont parmi nous. Et nous entrons d'ailleurs dans une nouvelle ère des robots agricoles. Je travaille avec une entreprise qui a développé 12 robots agricoles différents et je crois qu'il faut convaincre les agriculteurs de tirer un maximum d'avantages de ces nouvelles opportunités qui leur sont offertes. Je vais essayer de lever des fonds pour travailler dans le cadre de start-up dans ce domaine. Mais ces robots risquent de fortement perturber les agriculteurs parce qu'ils devront travailler différemment. Ces robots peuvent perturber les investisseurs et les fabricants également. Mais je crois que ça vaut la peine d'interroger les gens, de les secouer un petit peu, de les remettre en cause, car cela va permettre d'avoir de meilleurs rendements tout en améliorant la qualité et les rendements des plus petites surfaces. Je crois que nous sommes maintenant arrivés au stade où nous concevons les nouveaux systèmes et où nous commençons à essayer de comprendre les implications de ces nouveaux systèmes. Bien évidemment, je suis désireux d'avoir de nouveaux partenariats jour après jour et n'hésitez pas à vous tourner vers moi si vous êtes intéressés. Je vous remercie infiniment de votre attention. Thank you. Merci beaucoup. Merci Simon. Ça a été fascinant d'écouter toutes les chances que nous offrent ces nouvelles technologies et afin d'améliorer les résultats agricoles.